d'antiques monolithes, dressés vers le ciel, alignés sur des kilomètres. Des individus, à peine plus évolués que l'homme des cavernes, auraient manipulé des pierres géantes pouvant peser 100 à 200 tonnes, jusqu'à 350 tonnes même. S'agit-il d'édifices destinés à être vus depuis le ciel? Si c'est le cas, ils auraient été destinés à des extraterrestres. Des millions de gens dans le monde sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Bordel de merde. Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez la série de fiction Alien Theory? C'est une série présentant la théorie des anciens astronautes comme une réalité. Alors, cette hypothèse, elle se rapproche d'une théorie du complot. Elle explique que des peuples extraterrestres sont venus sur Terre dans le passé pour donner un coup de main aux premières civilisations humaines qui n'auraient bien sûr jamais pu construire d'édifices de grande taille comme les pyramides sans aide extérieure. On sait tous après tout que l'homme n'a jamais rien pu faire de ses 10 doigts tout seul. Certains vont même jusqu'à dire que ces visiteurs extraterrestres ont donné naissance à l'humanité. Bref, vous voyez le genre de théorie que c'est. Cette série a commencé sa diffusion en 2009 sur la chaîne américaine History Channel. Une chaîne particulièrement connue pour ses diffusions sourcées et d'excellente qualité. Bref, la série a actuellement 12 saisons, avec à chaque fois une quinzaine d'épisodes d'au moins 45 minutes. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors, j'en entends déjà certains râler puisque j'ai présenté la série comme une fiction, alors qu'elle est présentée partout comme un documentaire. Néanmoins, quand il y a un tel nombre d'imprécisions, de mensonges, d'exagérations dans un seul épisode, je ne peux pas qualifier ça de documentaire. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur des choses avancées dans un épisode en particulier de la série. On va s'intéresser qu'au début, parce que, honnêtement, j'ai clairement pas la patience ni le temps de démonter tout l'épisode de 45 minutes, point par point. Bien, l'épisode en question que nous allons étudier a pour sujet les constructions anciennes et étranges. Donc, on va tout de suite s'intéresser à la première partie de cet épisode. C'est ici qu'en 1994, un berger a trouvé ce qui ressemblait à une pierre émergeant de son champ. Il s'est mis à creuser et a révélé un pilier de 6 mètres de haut. Le site porte aujourd'hui le nom de Göbekli Tepe, la colline au nombril. Ok, on va donc s'intéresser au site de Göbekli Tepe. Va falloir que je vous le présente. C'est un site du sud-est de la Turquie qui est absolument exceptionnel et qui est fouillé depuis environ 1963. Il se trouve sur une colline de 800 mètres surplombant la plaine de Urfa Aran. Le site fait au moins 9 hectares et se reconnaît surtout à un tel de 15 mètres de haut. Un tel, qu'est-ce que c'est? C'est une colline artificielle qui s'est formée à force de l'accumulation de couches archéologiques. À force d'occupation et de destruction successives, les vestiges forment des collines. On en trouve pas mal au Proche-Orient et c'est ce qui permet souvent de localiser les sites archéologiques potentiels. Enfin bref, le site de Göbekli Tepe date, pour rester simple, de la période PPNA, ou néolithique pré-céramique, soit entre environ 9600 et 8800 avant notre ère. Mais alors, en termes des vestiges, ça ressemble à quoi? C'est là que ça devient impressionnant. On a découvert 7 structures, circulaires ou ovoïdes, allant de 9 à 30 mètres de diamètre. Mais ce n'est pas tout. Non seulement les sols sont pavés, mais en plus, les structures possèdent une série de piliers en pierre monumentale placés le long des murs et au centre des structures. Ils mesurent de 3 à 5 mètres de haut. Ce sont 47 piliers au total qui ont été retrouvés dans les différentes structures. Sur plus de la moitié d'entre eux, on retrouve en plus des reliefs représentant des animaux divers. Ours, ânes sauvages, grues, cigognes, insectes, serpents, vautours et bien d'autres encore. On retrouve également la représentation de plusieurs scènes avec des animaux. Par exemple, des grues chassant des serpents ou encore un homme sans tête se faisant dévorer par un vautour. Ce site est impressionnant par sa taille et a sans doute été réalisé par des chasseurs-cueilleurs si on en croit les vestiges. Le site ne semble pas avoir servi une occupation domestique, mais plutôt cultuelle. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Alors maintenant, voyons ce qu'en dit ce pseudo-documentaire. En observant l'ouvrage de plus près, il a été établi que ce pilier a été façonné par des tailleurs de pierre très adroits et munis d'outils performants. Stop. Pourquoi je m'arrête sur cette phrase? À première vue, elle ne semble pas particulièrement fausse. Elle fait cependant partie de la méthode narrative de la série. Pour faire simple, il pratique ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. En d'autres termes, le but est de vous bombarder d'arguments faibles pour créer une sorte d'effet de masse. Ici, c'est la première pierre qu'ils posent. Ils ne disent pas directement qu'il s'agit d'une construction qui ne peut pas être humaine, ils se contentent de suggérer que c'est trop parfait pour des sauvages de chasseurs-cueilleurs. L'objectif, selon moi, est de vous mettre la puce à l'oreille.
Vu qu'un travail de la pierre, enfin de certaines pierres, semble impossible pour certains complotistes à des périodes comme la préhistoire, on va en parler rapidement. Donc, pour démonter tout argument sur le travail de la pierre sur ce site, je vais vous donner quelques faits. Ces piliers sont en effet bien taillés, mais il est à noter qu'ils sont en calcaire. Or, cette roche est travaillée depuis le Paléolithique. Pour cela, il suffit de procéder par martelage, avec une roche comme du basalte, donc une roche dure, ou même un pic en silex. Je rappelle que la célèbre Vénus de Willendorf, entre autres, est aussi en calcaire, et elle n'a pas été faite par des aliens, à ce que je sache. La matière est donc travaillée depuis un bon moment. Si vous n'êtes pas convaincu, vous trouverez en description une étude expérimentale sur les méthodes de façonnage paléolithique. Je vous invite fortement à y jeter un œil. Donc non, contrairement à ce qui va être sous-entendu à plusieurs reprises dans la série, on n'a pas besoin d'extraterrestres pour tailler le calcaire. Je précise aussi que contrairement à ce qui est dit dans le documentaire, tous les piliers ne font pas 6 mètres de haut. Je crois qu'il y en a un et il a été trouvé dans une carrière. En 13 ans, ils n'ont réussi à mettre à jour que 5% de la surface du site. Stop. Une fois encore, on essaie de nous faire comprendre quelque chose de manière assez subtile. On essaie de nous faire comprendre que c'est un site gigantesque, tellement que l'on n'a pas encore fouillé en entier alors que ça fait 13 ans qu'on fouille, et que c'est quand même dingue. Je vais rappeler deux choses. Déjà, la fouille d'un site archéologique, quand on a la chance de pas être dans une fouille de sauvetage et donc pressé par le temps, c'est long. Et c'est une bonne chose, parce que, croyez-moi, il en faut du temps pour fouiller et documenter tout ce qu'on récupère. Et je pense que les auteurs le sauraient s'ils avaient déjà participé à un seul chantier archéologique. Ensuite, le site est grand, certes, mais il n'est pas grand parce qu'il y a eu les extraterrestres. Il a été occupé bien plus que 2 jours. On parle de plusieurs siècles. Autant dire que ça va, ils n'étaient pas trop pressés, ils ont donc eu le temps de construire de nombreuses structures. Ils ont découvert ce qui se cachait sous le sol. Des cercles concentriques parfaits, réalisés en pierre. Encore une fois, j'ai quelque chose à préciser. Quand on essaie de vous convaincre, le choix des mots est important. Parce que oui, cette fiction est faite pour convaincre. L'intervenante ne parle pas ici de forme circulaire, mais de cercles parfaits. Voilà un plan des structures fouillées. Ça vous semble être parfaitement circulaire? Parce qu'à moi, non. On a l'impression que je chipote sur des détails, mais le sensationnalisme et les choix de mots ne sont pas là pour rien. Il faut le garder à l'esprit. Göbekli Tepe est la plus ancienne construction au monde, à notre connaissance en tout cas. Ah, le retour de ce bon vieux sensationnalisme. Certes, c'est une construction impressionnante et vieille, mais c'est loin d'être la première de l'humanité. On n'a pas attendu le néolithique pour se mettre à construire des abris. On sait que le genre Homo se construit des habitats organisés depuis au moins 500 à 450 000 ans, soit depuis la maîtrise du feu. On peut par exemple citer le site de Terra Amata, où on a découvert les restes d'un campement de chasseurs composé de cabanes ovales. Et le site date d'il y a 380 000 ans. Donc non, ce n'est absolument pas la première construction de l'humanité. Je sais pas si vous réalisez, mais ça fait déjà 4 exagérations. Et ça fait environ 4 minutes que le documentaire a commencé. Et encore, si on enlève l'intro et le générique, ça fait que 2 minutes 15. Bizarrement, malgré 13 années de fouilles, les archéologues n'ont pas pu mettre la main sur le moindre outil de taille de pierre ou sur le moindre objet lié à une activité humaine. Ok, là par contre, on touche à plus grave. C'est un mensonge total. Certes, on n'a pas retrouvé de céramique, ce qui est plutôt normal. Je rappelle qu'on est dans une période qui se nomme néolithique pré-céramique. Néanmoins, autour et sur le site, on a trouvé au minimum 2900 outils en silex et en obsidienne. Et encore, je me base là sur un rapport de 1999. Il y a des chances qu'on ait trouvé d'autres choses depuis. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour trouver cette information? Un peu moins de 20 minutes. Je ne vois que 2 solutions. Soit les auteurs de ce documentaire ne savent pas se documenter, soit ils écartent tout ce qui ne les arrange pas. Je me permets de rappeler que je suis un simple étudiant qui a fait ses recherches uniquement à l'aide d'un PC et d'une connexion internet. Avec le confinement, je n'ai eu accès à aucune bibliothèque et encore moins à des informations cachées par le gouvernement. Donc si on s'en donne la peine, on trouve des choses. Comment peut-on se retrouver face à de tels géants de pierre, parfaitement taillés et sculptés, sans trouver d'outils à proximité? Alors, on va rapidement revenir à cette question d'outils, puisque ça semble visiblement leur tenir à cœur. Admettons qu'on n'ait trouvé aucun outil de taille sur ce site. Est-ce que ça serait si étonnant? Bon, on va prendre un exemple. Admettons que vous commandiez une statue en pierre pour décorer votre jardin. Le tailleur de pierre va la faire dans une carrière avant de vous la livrer dans le jardin.
Les archéologues du futur trouveront-ils alors les outils qui ont servi à faire cette statue? Bien sûr que non, en tout cas pas juste à côté d'elle. Évidemment, ces piliers étaient sans doute taillés dans une carrière, et il y a des chances qu'elle ne soit pas juste au milieu du site. Le mystère s'épaissit lorsque l'on observe les sculptures figurant au pied des colonnes sur tout le site. Elles représentent des animaux tels que des sangliers ou des oies. Ils forment une espèce de ménagerie géante que les archéologues, ayant travaillé sur ce site, n'arrivent pas à expliquer. D'accord, alors ce n'est pas parce qu'on n'a pas de certitude sur un sujet qu'il n'y a aucune hypothèse. Par exemple, la présence de représentations de serpents et de vautours peuvent tout à fait avoir un lien avec des cultes chamaniques. Ces deux animaux, on les retrouve dans pas mal de ces régions et à cette période, puisqu'ils sont très symboliques. On a également des représentations de scènes de chasse avec des canards pris dans des filets, ou encore une scène avec un vautour et un homme sans tête que l'on peut rapprocher de pratiques funéraires connues du néolithique où les cadavres étaient laissés aux vautours qui servaient de lien avec les divinités. Il y a également des piliers anthropomorphes qui peuvent parfaitement être des sortes de totems d'une religion chamanique ou encore des représentations d'ancêtres. Bref, toutes les représentations sur les piliers sont très probablement d'ordre cultuel. Alors certes, il est impossible d'être sûr à 100%, mais ça ne signifie pas que les archéologues n'y comprennent rien. Bon, voyons voir maintenant quels brillants arguments vont encore nous énoncer les participants à cette fiction. Qu'il pourrait s'agir d'une arche de pierre. Göbekli Tepe se situe à 550 km du mont Ararat, que beaucoup d'historiens de la Bible estiment être le site de construction de l'arche de Noé. Ok, bon, alors là il va me falloir une source plus appropriée. C'est bien ce que je me disais. Bon, alors sans blague, ça va être difficile de répondre à ça, parce que là, c'est de l'ordre de la croyance. Néanmoins, je précise tout de même qu'on n'a aucune trace sérieuse de l'existence d'une arche de Noé. En tout cas pas en archéologie, et surtout pas à cette période. Et encore moins des preuves que le site de Göbekli Tepe soit une arche. J'aimerais vraiment savoir sur quoi elle se base pour faire de telles affirmations. Les sculptures d'animaux représentent, entre autres, des espèces ne vivant probablement pas dans la région à l'époque. Attendez, comment ça, probablement pas de la même région? Vous avez fait des recherches? Parce que moi oui. Je suis tombé sur une étude de la faune présente dans une région assez proche à la même période, et j'ai vérifié pour les animaux représentés. Les renards, sangliers, mouflons, ours, taureaux, gazelles, moutons, grues, vautours, cigognes, canards et lions étaient tous présents dans ces régions à cette époque. Et si jamais j'en ai oublié, vous trouverez l'article en question dans les sources et vous pourrez donc vérifier vous-même. Une fois de plus, il n'y a eu aucune recherche pour vérifier. Mais juste au cas où, je rappelle que la biodiversité d'un lieu évolue selon beaucoup de facteurs au cours du temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on ne trouve pas de mammouth en France qu'il n'y en a jamais eu. Bref, encore un flagrant manque de recherche. Est-ce là une preuve que le déluge décrit dans la Bible avait déjà eu lieu et que la légende de Noé avait des fondements bien réels? Nous avons découvert qu'il existait des centaines de légendes racontant comment une inondation géante a anéanti une civilisation. Certains chercheurs estiment que les sculptures découvertes à Göbekli Tepe sont le témoignage d'un cataclysme tout à fait similaire à celui du déluge biblique. Bon alors, comme je l'ai dit, il n'y a rien, mais alors rien du tout, à Göbekli Tepe qui évoque un déluge, même pas un début de faisceau d'indices. Mais revenons à ce qu'il dit. Pourquoi trouve-t-on des légendes de déluge un peu partout et un peu n'importe quand sur la planète? Eh bien spoiler, ce n'est pas à cause d'un déluge mondial ou d'extraterrestres, et il y a un bon nombre d'hypothèses à ce sujet. Tout d'abord, la plus évidente. Quand on est un humain qui cherche à s'installer quelque part, on choisit un endroit avec de l'eau à proximité, fleuve ou rivière par exemple. Or, ce type de cours d'eau peut, à certaines périodes de l'année et sous certaines conditions, entrer en crue. Or, que vous soyez en Égypte, en Europe ou en Amérique, ce sont des choses qui arrivent. Les crues, ça peut tout balayer sur leur passage, et c'est très impressionnant. Rien d'étonnant à ce que le phénomène ait marqué les communautés humaines. Si le mythe du cataclysme ou du déluge est aussi présent dans notre histoire, c'est probablement pour une autre raison.
D'après l'anthropologue Jacques Lemoine, ces mythes ont pour but de fixer la société. Ils ont pour but d'expliquer la formation des clans ou l'existence d'une classe aristocratique. Ce sont des histoires fondatrices d'une société. Pas besoin d'un déluge mondial réel pour expliquer la présence de ces mythes. Mais une autre question demeure, peut-être encore plus profonde. Qui a construit Göbekli Tepe? Dans quel but? Et comment ces ruines ont pu rester dans un tel état de conservation pendant plus de 10 000 ans? Ah, en voilà une question intéressante, auquel l'épisode ne répondra pas du tout. Ben oui, faut bien laisser planer le mystère, sinon on peut pas vous faire penser aux extraterrestres. Si vous avez déjà parlé avec un adhérent aux théories du complot, à qui vous avez démonté les arguments, il a probablement dû vous dire « Mais voyons, je ne fais que poser des questions ». Mais contrairement à ce qu'il semble penser, la science, ce n'est pas juste poser des questions vaguement mystérieuses sur un fond de musique inquiétante. Enfin bref, non, désolé, pas d'alien derrière la construction de ce site. Je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas un site domestique, c'est un site visiblement lié au culte. On pense aujourd'hui que ce temple a été construit par une grande communauté de chasseurs-cueilleurs, voire de plusieurs groupes de la région ayant un sanctuaire en commun. C'était un lieu de culte, de création d'objets rituels, on y déposait des vivres, on y échangeait, bref, c'était un endroit qui devait avoir également une importance sociale. Pour pouvoir construire de tels édifices, il est probable que la société était organisée et qu'un véritable pouvoir religieux existait. Chose intéressante, c'est à cette période pour cette région qu'on estime qu'a lieu le passage d'une société égalitaire à une société stratifiée, avec l'apparition de pouvoirs sociaux. La création du temple de Göbekli Tepe est d'ailleurs peut-être un symptôme de cette mutation de la société. Bon, maintenant, voyons pourquoi ce site est resté aussi bien conservé. Alors là, je meurs d'envie de vous parler de taphonomie, mais on verra ça dans une future vidéo, où je développerai le concept. Pour rester simple, il semble que le site de Göbekli Tepe a été enseveli de manière intentionnelle. Je n'ai pas trouvé d'explication certaine dans mes recherches, mais on pourrait imaginer par exemple une sorte de rituel d'abandon. Pour donner un exemple complètement anachronique, mais qui peut aider à visualiser, certains puits gaulois, au moment d'être comblés, semblent avoir subi une sorte de rite de comblement. On pourrait peut-être y voir quelque chose de similaire. Or, il faut également ajouter que si le site a été aussi bien conservé, c'est qu'il est en pierre, et la pierre, dans des conditions pas trop défavorables, ça se conserve assez bien, ce qui explique qu'on ait retrouvé le site en si bon état. Bien, après ça, l'épisode lâche la subtilité, dit que l'on retrouve des sites semblables sur toute la planète, qu'ils pourraient tous être liés et que c'est sans doute pour faire coucou aux extraterrestres si c'est pas eux-mêmes qui les ont construits. Il y a de très grandes similitudes entre les différents sites mégalithiques qui s'expliquent par le fait qu'il s'agissait majoritairement de temples. Mais étaient-ils dédiés aux dieux ou à des extraterrestres? Mais vu qu'on en est à 10 minutes seulement de cet épisode qui en dure 45, que j'en suis à 3 jours d'écriture et 10 pages de notes, on va s'arrêter là. On reparlera probablement d'arguments qu'ils évoquent dans de futures vidéos. Alors bon, pourquoi j'ai choisi de parler de cet épisode et de cette partie plus particulièrement? Parce que croyez-moi, ça me fait clairement pas plaisir d'évoquer un site aussi passionnant que celui de Göbekli Tepe pour dire qu'il n'est pas en lien avec des aliens. Parce que croyez-moi, je comptais en faire une, voire plusieurs vidéos un jour. Parce que c'est un site incroyable. J'aurais pu choisir également un épisode ou des extraits où ils disent bien plus directement qu'il y a des aliens qui sont à l'origine de tout, mais je ne l'ai pas fait. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que, avec ce type d'argument gros comme une maison, c'est plus facile de se méfier. Quelqu'un qui n'y croit pas déjà aura plutôt tendance à être sceptique si on lui dit que tout est dû à des extraterrestres. Alors que cette première partie, si on accepte le délire sur l'Arche de Noé, est plus subtile. À première vue, les choses qui sont énoncées ne sonnent pas fausses pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. On se contente de poser beaucoup de questions, de faire remarquer des détails qu'on exagère et de glisser un ou deux mensonges discrets. Cette méthode narrative est bien plus efficace, car elle crée des interrogations chez le spectateur et le prépare afin de combler ses questionnements avec la version des réalisateurs. Aussi, cela permet de vous faire comprendre qu'il faut toujours rester méfiant, parce que l'archéologie, c'est un terreau très fertile pour les fictions qui se présentent comme des documentaires. Je sais bien que pour la plupart des gens, se renseigner sur chaque petit détail comme je l'ai fait, c'est pas envisageable. C'est compliqué, pas super amusant, et ça prend un temps fou. Suffit de voir le temps qu'il a fallu pour s'occuper des 10 petites premières minutes de cet épisode. Et encore, j'ai pas tout dit. C'est pourquoi je ne vous demande pas de tout vérifier, mais de juste laisser votre esprit critique allumé, même quand vous regardez quelque chose qui a l'air sérieux.
Si vous vous êtes fait un jour avoir par des séries de ce type, c'est pas une honte. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous convaincre, avec de belles images, des musiques mystérieuses et plein de petites ruses rhétoriques. Mais vous savez ce qui a également motivé la création de cette vidéo ? C'est le fait que je me suis rendu compte que cette série, en tout cas au moins une saison, est disponible sur Netflix. Et je n'ai vu aucun avertissement sur mon écran pour prévenir le spectateur que le contenu est, complotiste. Ça veut probablement dire que des gens chez Netflix ont vu cette série et se sont dit « Ok, ça passe ». Et ça, vous voyez, ça m'inquiète. Ça m'inquiète même beaucoup. J'espère que cette petite analyse vous a permis de faire une idée sur le crédit à donner à cette série. Et je ne peux pas vous empêcher de croire à ces hypothèses douteuses, si vous le souhaitez à tout prix. Néanmoins, si on peut penser qu'il est extraordinaire que des aliens soient venus sur Terre pour aider les hommes à construire ce type de site, je trouve encore plus fascinant le fait que c'est uniquement à l'aide de leur ingéniosité qu'il y a 9000 ans, des hommes ont construit quelque chose d'aussi fantastique. Et qui soit parvenu jusqu'à nous en plus. Bien, c'est la fin de la vidéo. Il y a de fortes chances qu'on reparle de cette série dans le futur, parce qu'avec 12 saisons, il y a de quoi faire. 12 saisons, punaise. Enfin bref. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour donner votre avis ou me proposer des sujets. En attendant la prochaine vidéo, bien sûr, vous trouverez toutes mes sources en description et je vous invite à creuser la question. Il y a tant à trouver, tant de mystères qui se seraient doutés que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, détourne-moi donc ces pierres. Je crois qu'on est tombé sur un homme. Un tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe a simplement une fosse. Il n'est pas facile de pouvoir